Tu veux démarrer Et ben, du coup, on va lancer avec notre deuxième speaker, le leader imposteur, Mathieu Mur. À toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être là pour la première fois à Bedrock, parce que je viens pas souvent, non je déconne, c'est la troisième fois. Donc avant de commencer, non, je ne suis pas là pour une 4e mission, je suis là en externe cette fois-ci pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Donc avant de démarrer, en fait, je vais vous raconter une histoire, mais de quelqu'un que j'ai anonymisé, vraiment bien. J'espère que vous le reconnaîtrez pas et voilà, je vous raconte un peu son histoire et un peu quelque chose. Ah merde, la boulette, bon, bas les masques, on va parler de moi, de ma vie et donc c'est un des premiers talks que je vais faire où je vais pas parler de technique, on va parler de moi et de ma vie. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je suis Mathieu Mur, je suis directeur technique à Zenica. Je suis venu quelques fois à Bedrock, beaucoup trop, il y en a qui me demandent si je suis interne, je ne sais pas. En tout cas, la légende raconte que je viens souvent. Mais en tout cas, je fais aussi autre chose, je suis speaker dans pas mal de conférences et une certaine année, j'en ai enchaîné beaucoup de suite. Et je sais pas si voilà, il y a beaucoup de choses qui se mélangent en moi, quand je reviens de ces événements-là, j'en avais donc 4 conférences aux 4 coins de la France et en gros, quand je revenais, j'avais un mélange de 3 choses. L'excitation, parce que j'ai découvert plein de trucs que j'ai envie de tester, ça y est, j'avais envie de coder un jeu sur Board Game Arena. J'avais envie, mais j'étais également très fatigué parce que les soirées sont longues et on fait beaucoup de choses et on est actif et également un autre sentiment, un peu de tristesse parce que les choses se terminent, enfin bref. Quelque chose un petit peu, voilà, un sentiment un peu mélangé de plein de choses et globalement, j'avais une tête, comme ça, c'est-à-dire que les émotions se contrecarraient. J'étais joyeux, donc visage neutre et seules des séquelles physiques finalement apparaissaient sur moi. Donc je revenais fatigué, j'arrivais chez moi et là, je vois le truc qui m'attendait le mieux, que j'avais envie d'avoir, mon canapé. Mon canapé arrivé, je jette mes affaires, je cours, je saute dessus, je m'allonge et je fais ce que tout le monde s'apprête à faire quand on est crevé. Je démarre ma console. Bon, il y a pas de son, c'est pas grave. Je démarre ma PlayStation. Vous avez le son de la PS1, donc désolé, imaginez-la. Je démarre ma PlayStation. Oui, pourquoi dormir alors qu'on peut jouer avec des yeux déjà bien fatigués et bien explosés et les avoir encore plus rouges, c'est un petit peu ma vocation. Je démarre ma PlayStation donc et là s'offrent à moi plusieurs choses, plusieurs jeux. Et ben, j'avais 3 jeux qui se ponaient vers moi. J'avais 3 jeux installés tout prêts, tout fraîchement et j'avais envie de jouer à ces 3 là. J'hésitais entre ces 3, Outer Wild, donc un jeu d'exploration qui, vous l'avez pas fait, vous avez raté votre vie et c'est le meilleur jeu du monde. Mais celui-là qui m'intéressait énormément, que j'avais pas terminé, Hogwarts Legacy et Céleste. Et je sais pas pourquoi, mon attention s'est un petit peu posée sur Hogwarts Legacy, donc un jeu dans l'univers d'Harry Potter, tout simplement. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi celui-là? Parce que c'est quand même celui qui a le gameplay le moins cool des 3. Pourquoi cet univers-là? Voilà, enfin, franchement, c'est le jeu le moins bien des 3, clairement. Mais j'avais envie d'y jouer et j'étais très content de retourner dans cet univers. Et je m'a fait une introspection avant de lancer le jeu, parce que oui, je suis comme ça. Quand je suis crevé, je pense à des trucs qui servent à rien. Mon esprit divague. Et en fait, Harry Potter, pourquoi ça me plaît? Parce que c'est quelque chose qui m'a un peu accompagné tout le long de ma vie. Donc, j'ai commencé à le lire quand j'avais 10-12 ans. Oui, je suis vieux, me jugez pas. Et j'ai fini de le lire, j'étais un peu plus adolescent, fin d'adolescence. Ça a un peu suivi tout mon truc. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que je m'identifie énormément à ce personnage? Je ressemble quand même pas tellement. Bon, peut-être un petit peu quand même, mais bon, je suis pas anglais, j'ai pas de lunettes, il faudrait qu'on me rajoute des lunettes sur ma gueule, et puis j'ai pas d'éclair, j'ai pas de cicatrice en forme d'éclair sur le front. Je suis très fier de cette vanne, c'est la meilleure vanne tout le talk, merci beaucoup. Ok, donc voilà, je ressemble pas vraiment à Potter. Du coup, pourquoi je m'identifie à lui? Qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce qui fait ça? Je commence à faire sens. Je réfléchis, donc j'ai toujours pas lancé le jeu en attendant. Hein, je monopolise le canapé et la télé chez moi, ma copine était dégoûtée, mais je réfléchissais et d'un coup, l'illumination est arrivée. J'ai enfin compris pourquoi. Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui. En fait, tous les deux, on partage quelque chose, c'est-à-dire que tous les deux, nous avons le syndrome de l'imposteur. Donc bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Mur et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon syndrome de l'imposteur et comment est-ce que je puis arriver directeur technique et avoir un sentiment d'être leader. Donc, qu'est-ce que c'est tout d'abord le syndrome de l'imposteur? Pour moi, le syndrome de l'imposteur, enfin c'est pas pour moi, c'est un syndrome, c'est comme tout syndrome, un ensemble de 5 symptômes. Ok, qui sont pour moi les 5 piliers du bonheur. Non, c'est faux. Vous allez les voir, vous allez les enchaîner. Je vous ai présenté un par un pour voir si peut-être que ça vous parlera.
Le premier, c'est le doute de soi. Quand vous avez le syndrome de l'imposteur, le premier symptôme, c'est que vous doutez de vous. Vous vous remettez entièrement en question, vous n'êtes jamais sûr de ce que vous allez faire et vous dites: «Bah, en fait, ce que je fais, c'est peut-être pas la meilleure chose, je suis pas la bonne personne pour faire ça». Déjà les gens ont déjà subi ce symptôme? Heu, Personne? Putain, c'est fou. Non, c'est faux, il y a plein de mains qui sont levées. C'est l'avantage de YouTube, vous savez pas ce qui se passe dans la salle, là. L'autre élément, donc le doute de soi, bah, vous doutez de vous, vous n'êtes pas sûr. Autre élément, bien sûr, c'est vous avez peur d'être exposé. Souvent, vous êtes à un endroit où vous dites: «Mais qu'est-ce que je fous là?» J'ai pas envie que les gens, voient que je suis un imposteur finalement, que voilà, j'ai pas envie d'être révélé au grand jour. Je ne suis pas là, je suis pas à la bonne place. Qu'est-ce que je fous ici? Et donc vous allez tout faire pour minimiser cette exposition et vous êtes constamment angoissé à cette idée de qu'on révèle votre infamie, votre imposture finalement. Et donc de tout ça, vous allez également être perfectionniste. Souvent, hein, quand vous avez syndrome d'imposteur, vous êtes perfectionniste. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie d'être exposé et vu que vous doutez de vous, vous essayez de faire en sorte que ce que vous faites, c'est la chose la plus efficace, la meilleure et vous allez faire en sorte que ce que vous allez produire est le plus parfait possible. Quitte à vous mettre en burn-out, quitte à vous mettre dans des états pas possibles et vous allez être très perfectionniste sur ce que vous allez faire pour éviter d'être exposé et parce que vous doutez de vous. Bien sûr, vous allez également minimiser vos réalisations, hein, c'est pas rigolo. C'est-à-dire que quand vous allez faire quelque chose de grand, vous dire: «Ouais, non, mais parce que j'ai eu de la chance, non, mais j'étais bien accompagné, puis c'est pas si bien que ça». Voilà, ça parle un petit peu à des gens de se dire, voilà, vous dévalorisez constamment, vous entendez des gens qui se dévalorisent et oui, vous allez minimiser vos réalisations et c'est normal parce que vous vous sentez pas légitime à votre place et vous souvent, c'est plus l'œuvre du de l'aléatoire et de la chance plutôt que de vos faits. Effectivement, c'est quelque chose qu'on va ressentir. Et enfin, le dernier élément, vous allez éviter grandement les défis, c'est-à-dire dès que quelque chose d'un peu sortir de votre zone de confort, c'est quelque chose que vous allez pas aimer, vous allez essayer de dire: «Non, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas fait pour ça». Éviter les défis, c'est quelque chose qui est constamment quand vous avez un syndrome de l'imposteur. Il y en a qui ont aucun de ces symptômes dans la salle? Tout le monde a levé la main. Non, c'est encore faux. Heu, tout le monde a eu au moins un de ces symptômes et bah, c'est bien normal. Chose que j'ai pas dit jusqu'à présent, ces 5 symptômes, vous pouvez en avoir un, 2, bien sûr, mais souvent quand vous en avez un, ils s'alimentent les uns les autres. C'est, les escaliers de Harry Potter qui vont se faire, il y en a un qui va alimenter l'autre, vous doutez de vous, du coup vous êtes perfectionniste, donc vous avez l'impression de pas être à la bonne place, bref. Tout ça arrive au final et pourquoi est-ce que je dis que c'est quelque chose qui est très bien et pourquoi syndrome d'imposteur, tout le monde aime l'avoir? Parce que ça génère de l'anxiété et du stress. On aime tous avoir de l'anxiété et du stress, hein, dans la vie. Non, c'est quelque chose qui est pas super positif, ça va vous stresser et globalement, c'est pas quelque chose qu'on identifie à un symptôme positif, hein. C'est un syndrome, c'est pas une maladie qu'on a tous envie d'avoir. Donc, vous allez me dire: «Mais quel rapport avec Harry Potter?» Jusqu'à présent, je vous parle de symptômes, mais en fait, Harry Potter, il a comme ça, peut-être qu'il a pas le syndrome de l'imposteur. Bah, je vais vous prouver que non. Tout d'abord, le doute de soi. En fait, Harry Potter, pour ceux qui auraient jamais lu, c'est, un enfant qui a détruit, quand il était tout petit, le sorcier le plus puissant et le plus maléfique, de l'univers, Solo. Il a grandi complètement isolé de ce système-là et quand il arrive, tout le monde pense que c'est quelqu'un de badass. Le mec, il a buté tout le monde, sauf qu'il connaît rien à la magie et donc forcément, il se dit: «Je suis pas du tout légitime. Les gens pensent que je suis bon alors que je ne suis pas». Qui doute constamment de lui, il va toujours minimiser un peu ces choses. Voilà, vous commencez à voir un petit peu le problème. Il est dans cet univers-là, c'est-à-dire qu'on le met très haut alors qu'il est, finalement comme tout le monde. Donc de tout ça, il a le peur d'être exposé parce que je vais pas spoiler grand-chose en disant qu'à la fin, il va affronter sa plus grande némésis et il va passer 7 bouquins à plus ou moins fuir ce gars-là et essayer d'éviter la confrontation. On voit surtout dans les derniers tomes, hein. Je ne vais pas trop vous raconter pour ceux qui aimeraient découvrir, 30 ans plus tard, Harry Potter, mais il est jamais trop tard. Donc il va toujours fuir, toujours être peur d'être exposé, peur de montrer que finalement il sait pas faire et il refuse le combat contre Voldemort. Oui, j'ose le dire, ça y est, je n'ai plus peur. Ouais, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il l'affronte le tout dernier moment possible et finalement, pourquoi? Parce qu'il a peur de pas se montrer légitime et pas pouvoir reproduire ce qu'il a fait quand il était tout petit. Commence à voir des choses là, hein. Ensuite, il va être également perfectionniste, si on reprend les symptômes. Pourquoi? C'est-à-dire que vu qu'il a ce syndrome-là, il a une pression un petit peu de voilà, il faut peut-être qu'il rebatte Voldemort, tout ça. J'ai encore redit, mais c'est fou, je ne m'arrête plus. En tout cas, il est perfectionniste et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, vous allez le voir dans 2-3 épisodes, on le voit dans les films aussi, il va essayer de s'entraîner, il va essayer d'entraîner certains sorts qu'il veut faire, mais tout seul. Il va essayer de le maîtriser à 100. Le Mos Maxima, on le voit tous la scène. Bref, il essaie de le faire énormément, énormément. Autre chose, il va aussi se mettre des challenges tout seul en disant,
porter un fardeau qu'il va porter seul. Il va essayer de partir tout seul à éliminer les 7 Horcruxes de Voldemort en demandant à personne d'autre de l'aider parce qu'il se sent chargé de ce truc-là. Il pense être le seul à le faire et le seul à le faire bien. Donc, il va se charger de perfectionnisme et il va essayer d'être le plus parfait possible dans cet univers-là. Encore un 4e symptôme dont il fait preuve. Il va éviter les défis. Dans la scène de la coupe de feu, quand son nom sort alors qu'il n'était pas censé l'avoir mis, il va tout faire pour ne pas participer à cet événement-là, alors que c'est quelque chose qu'il peut très bien faire et qu'il aurait très bien pu faire. D'ailleurs, le tome le montre. En tout cas, voilà, il va essayer d'éviter les défis, même vous allez voir, quand il veut confronter contre Voldemort, il va essayer de sortir le plus possible. Et voilà, il va finalement, c'est quelqu'un qui fuit un petit peu les challenges et qui va essayer d'être le plus simple possible. Donc, encore un 4e symptôme que Harry Potter a, donc je commence à me dire: «Oui, bon, effectivement, il a peut-être le syndrome de l'imposteur» et enfin, pour finir, pour voir qu'il a il a tous les symptômes qui s'alimentent, il va minimiser toutes les réalisations qu'il va faire. L'exemple le plus parlant, c'est quand il va s'affronter dans le 2e tome contre le basilic. À la fin, c'est quand même lui qui le détruit, qui le défonce, hein, il lui met bien ce qu'il méritait, mais il va dire: «Non, mais c'est pas grâce à moi, c'est le phénix qui m'a tout aidé, il m'a amené l'arme, il m'a amené tout ça», alors c'est quand même lui qui a fait, le final move, hein, donc finalement, il va quand même minimiser en disant: «C'est pas grâce à moi, c'est, le phénix qui a fait 80 du taf». Encore une fois, il se minimise alors que c'est lui qui avait fait toute la réalisation de l'enquête et cetera. OK, vous voyez à peu près pourquoi Harry Potter, il y a un syndrome de l'imposteur, ça c'est clair? C'est bien. Bon, tu parles syndrome de l'imposteur, mais bon, est-ce qu'on peut être leader et avoir syndrome de l'imposteur? Parce que Dumbledore, lui, il a pas l'air de l'avoir lui, hein, tous ces symptômes-là. Il a l'air d'être plutôt sûr de lui, voilà, il défonce un peu badass. Et ben là-dessus, effectivement, Harry Potter, vu qu'il est encore enfant, il n'est pas encore un système de leader. Donc je vais plutôt parler de quelqu'un qui m'importe beaucoup plus, ma gueule. Je vais parler de moi et donc je vais parler un petit peu de mon aventure, mon expérience, pourquoi est-ce que j'ai aussi ce syndrome de l'imposteur et comment je suis arrivé directeur technique finalement, par hasard, par chance, vous allez voir. Pour ça, on va parler de mes 7 piquets temporels, ces Horcruxes finalement qui font de moi ce que je suis aujourd'hui et qui révèlent vraiment le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose que j'ai tout le temps, mais il y a des pics, un petit peu comme ça, où d'un coup il ressort. Vous allez un petit peu voir tout ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu Harry Potter, fermez les yeux 4 secondes parce que je vais spoil gros. J'ai spoil gros, vous pouvez ouvrir les yeux. On va prendre le premier Horcrux de ma vie. J'ai faisais partie, donc si on remonte à mon école d'ingé, donc c'était il y a longtemps pour certains. Il y en a qui étaient peut-être pas nés, je ne sais pas. En tout cas, je faisais partie d'une junior entreprise à Polytech qui s'appelait Poly & Co. Et comme toute junior entreprise, c'est une association et le bureau, comme dans toute toute association d'école, le bureau est obligé de se renouveler parce que, les gens sortent de l'école à un moment donné, quoi. On peut pas rester non plus, à vie dans cette école. Et le bureau se renouvelait et personne ne voulait reprendre la présidence de ce bureau-là. Donc, plusieurs choix s'offraient. Soit l'association s'arrêtait, soit quelqu'un reprenait. Personne ne voulait le faire. Après, je me suis dit, est-ce que je peux y aller? Non, j'ai jamais fait d'association, c'est ma première association, je ne veux pas prendre une présidence tout de suite. Est-ce que j'ai les compétences pour être président d'une association qui doit générer de l'argent? Non. Voilà, plein de choses comme ça, je me trouvais pas mal d'excuses. Est-ce que j'étais capable de mener des personnes, les accompagner, discuter avec les entreprises? Absolument pas. Et au final, vu que personne n'y était, je me suis dit: «Bon allez, j'y vais parce que sinon ça va mourir et j'ai quand même envie que cette association-là survive». Donc je suis allé en tant que président, 0 compétence, syndrome de l'imposteur qui a déglingué. J'y suis allé en me disant: «Qu'est-ce que je fous là?» mais bon, alors on va dire que quand même, il y avait peu de risques que, au pire je la plantais, au pire elle se plantait avant. Donc finalement, est-ce que j'avais un gros risque? Pas tant que ça. Mais j'ai quand même, on m'a proposé d'y aller, j'y suis allé. Est-ce que j'ai regretté? Pas tant que ça. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'au début j'étais stressé et que j'avais de l'anxiété? Oh que oui. Oh que oui. Est-ce que j'ai beaucoup dormi les premières nuits? Oh que non. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai fait et on va avancer un petit peu dans le temps. C'est juste pour montrer le premier syndrome de l'imposteur que j'avais déjà à l'école. Avançons dans le temps. Nous arrivons donc au moment où je suis contacté par des entreprises. Donc, pour le contexte, juste le fait d'être président de la junior entreprise m'a permis d'être contacté par Worldline parce que j'étais dans l'organisation. Ils me demandaient: «Est-ce que tu as un CV?» Je fais: «Bah non, je suis orga, j'ai pas que ça à foutre». Ils m'ont dit: «Envoie-nous ton CV quand même». Donc, j'ai découvert qu'après, le marché du travail était tellement tendu qu'en fait, c'était pas parce que j'étais bon. Bref, peu importe. En tout cas, je passe des entretiens, ils me défont, je pense pas être pris, je suis pris. Bon, comme d'hab, ça c'est le restant de ma vie. Je me dis: jamais je vais être pris» et finalement, je suis pris. Je sais pas pourquoi les gens font ça, bon, peut-être un peu de la chance, mais il faut arrêter à un moment donné. Et donc j'arrive à Worldline, donc c'est une société de service pour ceux qui connaissent pas, qui est plutôt consacrée dans les projets. Ils sont basés à Lyon, hein, ils sont 500, mais bon, on les voit pas trop non plus. Voilà, bref, Worldline. J'arrive, ça faisait 6 mois que j'étais sur le projet et le chef de projet fait comme tout le monde, prend des congés.
Oui, parce que c'était en cycle en V à l'époque. Donc, chef de projet prend des congés, il me dit, bah voilà, va falloir que tu gères le client. Donc, le client, c'était un petit client qui s'appelait CTLM, je ne sais pas si vous connaissez. Il faisait des contrats de crédit, donc c'était toute la solution de contrat de crédit qui était en prod. Et il va falloir que tu gères ça tout seul. Bon, ça devrait bien se passer, je pars que 3 semaines. Qu'est-ce qui peut mal se passer? tout, tout a cramé, tout a brûlé. La prod est tombée 3-4 fois. Avant, bon, bref, des classiques shit quand le chef de projet part et que c'est le seul qui connaît. Et donc, je devais appeler le client et j'appelle le client en devant lui expliquer pourquoi est-ce que sa prod était tombée, qu'est-ce qu'on allait faire et tout ça, tout ça. J'étais solo devant lui. J'avais que 9 mois d'expérience. Autant vous dire que mon syndrome de l'imposteur, il a bien titillé. J'ai dû discuter, expliquer pourquoi, etc., etc. Mais j'y suis quand même arrivé. Finalement, je ne me suis pas fait virer. J'étais persuadé que j'allais me faire virer après ça. Je ne me suis pas fait virer. J'en étais plutôt content. Le client était même plutôt satisfait. Alors, je n'avais pas l'impression. Je tremblais comme pas possible. J'avais les mains qui suaient. Enfin, tout allait mal quand je devais voir le client. Mais bon, ça s'est bien passé in fine. Ça s'est tellement bien passé qu'on va avancer encore un petit peu dans le temps, 1 ou 2 ans après. Et j'intègre un truc qui, là-bas, s'appelle les FPL Labs. Le logo est tellement dégueulasse que je me suis dit, je suis obligé de le mettre. C'est le logo officiel, voilà, donc qui date à peu près de l'époque où le framework qu'on a vu juste avant a été développé. Je pense qu'il n'a pas évolué depuis. Bref, les FPL Labs, c'était l'occasion pour des personnes d'avoir une journée dans la semaine pour faire de la veille technologie, enfin tester, faire de l'innovation. Et j'ai été sélectionné. On me dit: «Est-ce que tu veux y aller?» Vu que j'avais pas, je me suis dit: «J'ai absolument pas les compétences pour être là où je suis». Je dis, j'avais pas envie d'être exposé, je dis: «Allez, vas-y» et je tombe sur des personnes, donc il y avait une dizaine de personnes sur 200 qui avaient le droit d'y aller et j'en faisais partie. C'est-à-dire que je tombe avec des personnes qui développaient des frameworks JavaScript. Bon, à l'époque, ça se faisait, mais qui développaient des frameworks JavaScript, qui étaient, reconnus. Il y en a même maintenant qui travaillent sur des gros frameworks, des gros projets open source. Je me dis: «Qu'est-ce que je fous là? Moi, j'ai que 2 ans d'XP, qu'est-ce que j'ai apporté?» Bon, c'était cool, j'ai pu voir Docker, mais j'y suis allé quand même et mon syndrome de l'imposteur a fait tic, 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 tic. Je me suis dit: «Mon Dieu, ils vont découvrir qu'en fait, je suis une fraude, je vais me faire virer cette fois-ci, c'est sûr». Eh bien non. Je suis encore pas fait virer et j'ai commencé à pu faire des trucs, j'ai développé, on a testé du Docker, on a fait du déploiement continu sur des machines on-prem, enfin bref, beaucoup, beaucoup de choses que j'ai pu tester à cette époque-là. C'était ultra enrichissant pour moi. Est-ce que ça a développé beaucoup Workline? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était très cool. Avançons encore un peu dans le temps. Donc là, c'était 1 an après les labs que je faisais. On arrive à un truc qui s'appelle le Cotrex. Donc Cotrex, globalement, c'est le LFT de Worldline. On devait faire des présentations et là, il y a un certain Olivier Pérez, il y en a qui le connaissent peut-être dans l'équipe mobile, qui vient me voir à l'époque, ce qui était collègue avec moi, et qui me dit Mec, tu es au Labs, tu dois avoir des sujets à raconter et on n'a pas de speaker, on en a besoin de ça. Je n'ai jamais fait de presse. Je dis vu que là, ça va commencer à se voir que je ne suis pas à ma place. Finalement, je vais dire oui parce que bon, il va quand même falloir que je montre que je fais des trucs, sinon, je vais me faire virer là, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est sûr, sûr, sûr. Je fais ma presse, donc j'ai regardé ma presse, je l'ai pas mise parce que j'ai trop honte. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire dans une présentation. Globalement, c'était nul, mais j'ai fait ma presse et je me suis dit: «Bon voilà, les gens ont vu que je ne sais rien, que c'était nul». Finalement, j'ai eu des bons retours, mais mon syndrome d'imposteur était quand même là au moment où je passe. J'avais les mains qui tremblaient, les mains qui tremblaient, la voix qui: «Ah, bonjour, vous allez tous me manger». Je pense que tous les speakers ont passé par cette phase-là. Donc je vous conseille de le faire, c'était très cool et je me suis dit que c'était mal passé, mais on m'a recontacté en me disant: «Mais c'était très bien ce que tu as fait, est-ce que tu veux revenir le mois prochain?» Oui, voilà. Je suis commencé à devenir ma carrière de speaker a commencé là, c'était nul, c'était pas voilà, je parlais de Git, je parlais de Gitflow, je parlais des trucs, à l'époque où c'était cool. Avançons encore un peu dans le temps parce que, bon, je parle un peu de moi, vous savez. Je suis recruté chez Zenica parce qu'il était temps que je change. Je voulais être un peu plus entouré d'experts techniques, finalement et globalement, c'est le Enedis du chauffage pour ceux qui ne connaîtraient pas et ils cherchaient un lead dev front. J'étais full stack à l'époque, je faisais plus de Java j'avais fait un peu d'AngularJS, mais pas plus. Et ils cherchaient un lead dev front et il fallait chercher la nouvelle stack technique. J'avais jamais fait de SN, donc j'ai dit: «Allez, c'est bon, c'est fait pour moi», alors que j'avais carrément pas les compétences pour, on va pas se le cacher. Il fallait que je détermine quel était, entre Vue, Angular ou React, le meilleur choix de framework pour, l'avenir de la boîte. J'en avais testé aucun des 3, donc YOLO, c'est bon. Syndrome de l'imposteur, je vous explique pas comment il était présent. Finalement, je choisis Vue, enfin bon, j'ai fait le bon choix par chance, j'en ai choisi un parce que c'était peut-être le mieux, le plus simple et cetera et cetera. J'ai eu de la chance, clairement, j'avais pas les compétences pour, mais ça m'a lancé un petit peu dans voilà, j'avais mon syndrome d'imposteur, je doutais de moi, j'étais pas sûr. On me dit: «Ça y est, Zenica a compris qu'ils ont embauché une fraude, il fallait qu'ils me virent».
Mais non, finalement, je suis resté, je suis encore là-bas aujourd'hui. Donc, à Zenica, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette ESN, il y en a quelques-uns de ma boîte qui sont là, mais on adore faire des confs. Et moi pas, à l'époque, je détestais ça. Et là, il y a le directeur technique de l'époque qui s'appelait Lou Tournaire, me dit: «Mec, je suis pris en atelier sur Jigsaw», donc c'est un gestionnaire de modules sur Java, donc c'est très pointu. «Tu vas faire à Devox». Il y en a qui connaissent Devox? Ouais. Devox, globalement, si vous faites du Java là-bas, enfin, vous avez intérêt d'être plutôt solide, hein. Il y a quand même des Java champions, donc des mecs qui codent vraiment Java qui arrivent et donc le directeur technique me dit: «Allez, viens avec moi, j'ai besoin d'aide, tu as l'air de maîtriser, go». Je fais: «OK, j'ai pas envie de me faire virer, donc je viens» et donc je passe devant des personnes, je change avec des personnes qui me disent, les mecs qui ont créé Jigsaw, globalement, le truc dont je parlais, ils étaient en train de venir à mon atelier, ils parlaient avec moi. Je fais: «Qu'est-ce que je fous là? Je vais me faire défoncer. Qu'est-ce qu'ils savent? J'en sais rien». Et du coup, j'ai commencé à faire ça et ça s'est plutôt bien passé finalement. Je me suis dit: «Mince, heureusement qu'il y avait», encore comme d'hab, je me suis dit: «Bah, heureusement qu'il y avait Louis parce que bon, c'est lui qui m'a aidé», tout ça, tout ça. En tout cas, je suis allé là-bas par chance, j'ai réussi par chance et mon syndrome d'imposteur a titillé énormément, hein et j'ai dû faire une dizaine de conférences avant de me dire: «C'est bon, en fait, je peux être conférencier». Voilà, le doute de moi était vraiment présent et j'ai douté de moi. Avançons dans le temps et je vous promets, c'est le dernier piquet temporel, on en est arrivé à le 7e. Et donc, un poste de CTO s'ouvre, à l'agence de Zenica, Lyon et bah, autant vous dire que je me dis: «C'est pas fait pour moi». Il y a des gens qui sont plus expérimentés, je suis absolument pas CTO, j'ai que 5 ans d'expérience. Je peux pas être, voilà, je peux pas prétendre d'être à ce poste-là. En échangeant, encore Olivier Pérez, ce fameux, il m'avait suivi à Zenica, je pense que c'est un peu une plaie, il est là pour me pourrir ma vie. Finalement, ce gars-là, il me dit: «En fait, je te vois bien CTO» et bah, j'y vais. Finalement, je postule en me disant: «Bah, ça coûte pas grand-chose de postuler» et j'ai été pris. Je me dis: «Oh là là, j'ai encore pris la mauvaise personne». J'arrive au premier entretien avec tous les CTO de tout le groupe Zenica, je vois des personnes qui ont tous entre 20 et 30 ans d'XP, qui parlent, toutes les technos, qui sont ultra solides dans les trucs. Je fais: «Qu'est-ce que je fous là?» Mais ça allait, mon syndrome de l'imposteur n'était pas si violent. Non, c'est faux. Je me suis dit, «Qu'est-ce que je fous là? C'est pas grave, j'arrête tout ça». Bon, finalement, je suis encore là aujourd'hui, je pense que j'ai toujours pas ma place, mais pourquoi pas? Disons que, j'ai encore syndrome de l'imposteur. Bon, vous allez vous dire: «Bon, ça fait un moment que tu causes quand même, mais aujourd'hui, tu es quand même leader, ça fait quelques années, tu l'as peut-être plus, syndrome de l'imposteur». Et ben, en fait, spoiler, si. Voilà, c'est tout pour moi. Non, je déconne, je vais quand même vous donner 2-3 tips. Merci. Je vais quand même vous donner 2-3 tips. Je vais pas vous laisser là-dessus parce que bon, on se comprend, hein, c'est quand même pas l'objectif, de cette présentation de vous dire: «Voilà ce que c'est syndrome d'imposteur, voilà ma vie et c'est fini». Donc je vais vous donner quand même quelques tips sur comment améliorer, comment essayer de surpasser ce syndrome de l'imposteur. Je vais mettre un peu de parenthèse, c'est des choses qui ont fonctionné sur moi. J'espère que ça fonctionnera sur vous, mais peut-être que ça fonctionnera pas. On est tous différents et il y a des choses, voilà, c'est ma façon dont j'ai géré le truc. J'espère que ça peut vous aider, ça peut vous donner quelques petits tips, quelques astuces que j'ai mis en place. Peut-être que vous, ça ne le fera pas. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Premier symptôme, on se rappelle la minimisation des réalisations. Je minimisais toutes mes réalisations, je l'ai entendu, hein, je suis là par hasard, en fait, c'est pas grâce à moi. Ce que je peux vous dire, surtout quand vous avez un poste de leader, vous commencez à évoluer, notez tout ce que vous faites, parce que vous allez commencer à changer de posture. Quand on est développeur, c'est facile de se dire: «Ouais, non, mais je fais pas grand-chose», il suffit de regarder le nombre de commits, vous avez le Kikimeter sur GitHub, hein, on le connaît tous, c'est important, ça fait du bien à l'ego et ça permet de montrer que vous faites des choses. Quand vous commencez à être leader, bah, vous commencez à faire moins de code et du coup, vous dites: «Bah, qu'est-ce que je fous là? Je me rends pas compte de ce que je fais. Est-ce que je brasse que de l'air finalement?» Vous dites: «Bah, en fait, j'ai un poste qui sert à rien». Ce que j'ai fait qui a marché pour moi, c'est un conseil qu'on m'a donné, notez tout ce que vous faites. De la même manière que vous faites un commit, hein, vous mettez à la fin d'une tâche que vous avez faite: «J'ai échangé 2 heures avec telle personne. J'ai, discuté de 3 heures avec tel truc. On a étudié tel truc. J'ai fait monter en compétences, j'ai raconté», voilà. Vous mettez tout le truc, où vous allez faire jour par jour. C'est un peu exhaustif, je le comprends, mais par contre, ça va vous permettre de voir à la fin du mois, vous faites: «Ah ouais, j'ai quand même fait tout ça». Alors c'était peut-être 1 heure par-ci par-là, c'était 2 heures, vous n'avez pas passé 3 jours à développer un pardon, 3 mois, 6 mois à développer un jeu que finalement vous n'allez pas mettre en prod. Mais globalement, voilà, vous avez des choses que vous avez fait et vous vous rendez compte que vous avez quand même passé du temps, vous avez fait pas mal de tâches. Et ça vous aide à accepter que vos réalisations, en fait, vous êtes contributeur, que les choses que vous avez fait, vous avez quand même apporté quelque chose. Moi, ça m'a fait prendre conscience de tout ça et je me suis rendu compte que je faisais même plus de trucs en étant, leader de communauté, tech lead, manager, directeur technique, bien plus tard. Parce qu'effectivement, je passais plus de jours à discuter avec des gens qu'à faire du code et je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je fous?» Ça, vraiment noter tout ce que vous faites, c'est un des conseils qui m'a le plus fonctionné sur moi. C'est pour ça que je vous en parlais aujourd'hui.
Pour le perfectionnisme, alors, je travaille encore un peu dessus aujourd'hui, on va pas se le cacher, j'ai un niveau d'attente qui est assez haut dans tout ce que je fais, parce que, bah, je suis comme ça et c'est ma façon de montrer que voilà, je suis professionnel et c'est un truc de ça me rassure, me dire: «Bah, voilà, j'ai fait le truc parfait, on peut pas le critiquer», ça me rassure. Mais bon, on peut pas tout le temps être parfait et c'est des choses qu'il faut apprendre et c'est des choses encore aujourd'hui, moi, c'est pas tout à fait, bah, encore une fois parfait, voilà, je vous montre, je suis encore pas au top. Mais ce qui a marché pour moi, en tout cas, c'est de me mettre entre une tâche que je veux faire, il y a un truc idéal, donc c'est la moyenne haute. Je me suis mis une moyenne basse aussi. En gros, il faut que je me dis: «Bah, je serai satisfait s'il y a quand même quelque chose, en si ça c'est accompli, je serai déjà satisfait. Si, par contre, idéalement, j'aimerais bien être là». Et souvent, bah, la vérité va être au milieu parce que vous allez avoir des contextes projets qui vont changer, vous allez avoir d'autres tâches qui vont vous arriver, vous allez reprioriser. Enfin bon, bref, vous connaissez l'agilité, j'espère, et c'est à peu près la même tâche. Je vais pas inventer quelque chose. Mais pour vos tâches personnelles, c'est bien. Une personne, vous dites, quand vous êtes leader, vous dites, bah, mon objectif, c'est de faire monter et faire grandir les personnes, ou grandir l'équipe, ou faire avancer l'équipe. Bah, qu'est-ce qui fait avancer l'équipe au minimum? Vous vous mettez des tâches. Qu'est-ce qui fait avancer idéalement, vous aimeriez bien que l'équipe soit au top, que vous gagnerez des millions d'argent, que tout le monde soit expert de tous les sujets. Vous n'allez pas y arriver, il y a du temps, vous avez un facteur temps qui rentre en compte. Donc faites-vous une moyenne basse, une moyenne haute, ça marche très, très bien. Pour la peur de l'exposition, alors là-dessus, c'est quelque chose, quand vous avez peur de vous montrer que vous êtes une fraude, et ben le meilleure solution, je veux dire, assumez d'être une fraude. Cassez le truc avant que les autres vous jugent, jugez-vous vous-même et faites en sorte que les autres vous jugent. Comme ça, c'est vous qui maîtrisez, voilà, vous gérez un peu le truc. Vous dites: «Oh mon Dieu, comment il fait ça?» Le meilleur moyen, et ça, c'est un truc que je peux vous donner quand vous avez syndrome de l'imposteur, demandez des feedbacks. C'est ultra important d'avoir du feedback, de demander. Donc moi, à titre personnel, quand je fais des choses qui sont nouvelles, je demande toujours à faire un ROTI. Alors je ne sais pas si vous connaissez le terme de ROTI, c'est Return of Time Invested, hein. Et vous demandez à tout le monde dans la salle de faire un vote à main levée entre 1 pour évaluer le temps qu'il a passé avec vous finalement. En fait, s'il a passé 1 du temps, c'est que, bah, il aurait préféré être ailleurs et puis, bah, c'était nul. Bon, c'est pas grave, vous acceptez, ça arrive. Et 5, bah, ça va vous conforter dans votre ego, c'est-à-dire que la personne elle était ravie d'être avec vous. Et ça aide énormément. Je peux que vous conseiller de demander du feedback, c'est important. Feedback positif comme négatif, c'est ça qui est aussi très important, parce que le feedback négatif, on peut tous l'avoir. Il suffit de vous revoir en replay sur une vidéo, je vous assure, vous allez avoir du feedback négatif d'une personne que vous aimez beaucoup. Mais avoir du feedback positif, c'est souvent quelque chose qu'on oublie de faire. Donc voilà, si vous avez l'occasion, de faire du feedback, qui soit positif, négatif, intermédiaire, un peu les 2, faites-le, ça aide tout le monde et vous prenez-le, demandez-le et je sais que c'est un petit peu, vous allez avoir le cœur qui va battre à 100 à l'heure quand vous allez demander, «Qu'est-ce que tu as pensé de ma presse?» mais c'est important de l'avoir parce que ça vous permet d'évoluer. OK, on va arriver sur un autre symptôme, le doute de soi. Alors là, bah, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Mais il y a quand même des tips que je peux vous donner sur le doute de soi. En fait, le doute de soi, est-ce que c'est si mal que ça? Est-ce que c'est si mal que ça de douter? Déjà, accepter que vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est déjà une première étape que je peux vous conseiller. Oui, vous l'avez, ça arrive et il y a plein de personnes qui l'ont, moi je l'ai et on est beaucoup à l'avoir. Accepter de l'être et accepter de ne pas être parfait, voilà, ça arrive. Mais surtout, et ça c'est quelque chose que, bah, je peux que, vous affirmer, c'est en fait, c'est bien de douter. Ce qui permet de douter, ça permet de vous évoluer, de prendre des feedbacks, d'améliorer. Si vous doutez jamais de vous, vous allez jamais vous améliorer et d'ailleurs, on n'aime pas trop les personnes qui sont sûres d'elles, parce qu'au bout d'un moment, elles vous agacent parce qu'elles se remettent jamais en question. Si vous n'êtes pas d'accord avec une personne qui est sûre d'elle, je pense qu'il y en a certains qui ont déjà eu ça, c'est mieux qu'une personne qui doute tout le temps, parce que, bah, forcément, la personne qui doute va se remettre en question, va prendre du feedback, va accepter d'évoluer et grandir. Pour moi, je pense que le doute de soi, c'est à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire que si vous êtes trop, vous doutez trop de vous, vous n'allez pas avancer et ça va pas faire avancer les choses. Si vous doutez jamais de vous, c'est encore pire parce que vous n'allez pas avancer non plus. Donc la vérité se situe un peu au milieu. Prenez douter de vous, c'est normal et je trouve que c'est ce qui vous rend humain. Donc voilà, petit conseil, amis, acceptez de pouvoir douter. Bon, il y en a qui disent: «Attends, depuis tout à l'heure, tu nous parles de 5 symptômes, là, tu en as donné 4, il est où relever les défis, là? Attends, comment tu fais pour, bah, voilà, tu as un imposteur, tu as pas envie d'aller de quelque part, comment tu fais?» Là-dessus, je vais vous rappeler Harry Potter et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais envie d'en parler. Est-ce que vous, ceux qui connaissent Harry Potter, est-ce qu'il les fait, il y a quelque chose que vous allez peut-être voir un petit peu que vous doutez. En fait, quand il fait ses réalisations et qu'il fait ses défis et qu'il a pu se surpasser, bah, c'est peut-être aussi parce que, bah, il n'était pas tout seul. Il était accompagné de 2 personnes et effectivement, si on reprend ma vie et mes Horcruxes, moi, si j'ai pu passer mon syndrome de l'imposteur, c'est grâce à des personnes. Ce n'est pas que grâce à moi.
encore une fois, voilà, je minimise mes réalisations, mais c'est vrai, c'est ce qui m'a vraiment plu et c'est ce qui m'a permis de faire ça. Pour aller à Polyinco, c'est ma compagne qui m'a dit non, je te vois bien, franchement, tu as les compétences. Elle m'a rassuré pour passer et pour pouvoir postuler à la poste de présidence. Quand j'étais chez Worldline et que je devais être seul face au client, c'est le chef de projet qui avait entièrement confiance en moi. Il m'a dit tu peux le faire et tu peux y arriver, tu peux très bien gérer pendant 3 semaines, il n'y a rien qui va mal se passer. Bon, c'était mal passé, mais il avait quand même confiance en moi pour gérer au cas où ça se passe mal. Donc j'ai quand même pu passer à l'étape d'après. Les labs, c'est ma manager de l'époque qui m'avait dit: «Bah non, tu peux le faire et je pense que tu as complètement les compétences pour le faire». Donc voilà, les personnes croyaient en moi et m'ont même aidé à aller. Pareil pour, la première fois que j'ai fait une présentation, c'est Olivier qui est venu me chercher en me disant: «Je pense que tu es capable de le faire, tu parles bien et tu as les capacités de devenir speaker». Il m'a aidé. Zenica, c'est, les managers qui ont entièrement eu confiance en moi sur la façon dont je me présentais pour gérer et aussi le client qui avait complètement confiance en moi sur ce que je devais faire. Devox, c'est, mon directeur technique de l'époque qui, m'a poussé à y aller en étant persuadé que je pouvais le faire et au poste CTO, vous l'avez compris, Olivier Pérez, encore lui, m'a forcé à non, je déconne, il m'a bien motivé à y aller, il m'a rassuré sur le poste et l'ensemble des personnes, quand j'ai pris des feedbacks, étaient contentes de moi. Donc encore une fois, si moi je suis au poste là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai été bien accompagné. Donc si j'ai un conseil à vous demander, quand vous voyez des personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, maintenant vous êtes armés pour détecter quelqu'un. Je vous conseille et je vous demande si vous pouvez au maximum de devenir le sidekick ou la sidekick, hein, des autres personnes. Donc c'est-à-dire, soyez les personnes qui vont les aider. Moi, c'est quelque chose que je fais énormément en ce moment, j'ai conseillé à pas mal de monde, c'est, développer vos appétences, soyez un sidekick et rassurez les personnes, aidez-les à faire monter. Voilà, c'est quelque chose que je peux que vous donner. Pour ceux qui souffriraient comme moi du syndrome de l'imposteur, sachez que vous n'êtes pas seul. Tous les exemples pardon, que j'ai pris pendant cette présentation ne sont pas tirés au hasard. Je les ai pris d'éléments où ce sont des personnes de séries, de films, de la culture populaire un peu générale. Ce sont des personnes qui souffrent également du syndrome de l'imposteur. Pour plein de raisons, je vous laisserai regarder pourquoi. Et pourquoi est-ce que c'est énormément populaire et pourquoi vous n'êtes pas seul? Parce que c'est ce qui vous rend humain. Avoir le syndrome de l'imposteur, c'est finalement quelque chose qui est ultra intéressant et que les films, les séries montrent. C'est beaucoup plus intéressant de voir quelqu'un qui doute de soi, qui arrive à se surpasser, que quelqu'un qui est déjà sûr de lui et qui finalement se fait chier parce que tout est simple pour lui. Donc ce qui vous rend humain, ce qui vous rend intéressant, c'est le fait de ne pas être parfait. Et donc c'est mon conseil final. Soyez fiers d'être le héros ou la héroïne de votre aventure. Merci beaucoup et j'espère que ce talk vous aura plu. On a le temps pour des questions, je crois. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a récupéré la catchbox ou pas? Non, ça n'a pas l'air. Trop clair. Ah. Oui, il y a une question là-bas. J'arrive. C'est la question la plus opposée. Non, je vous raconte les backstage, hein, pour ceux qui sont à distance. Là, on a quelqu'un qui court avec une catchbox. Est-ce qu'il va se tromper? Non, c'est bon. La catchbox est attrapée, il le soulève. Merci, Petit Jaude, pour la présentation. Merci pour ta présentation. Ma question est la suivante. Donc, tu as réfléchi à comment affronter ce syndrome. Est-ce que tu as une idée de son origine? Alors oui, parce que genre je parlais 2 heures d'introspection. Non, je déconne. Non, l'origine, c'est plein de choses comme ça. Je pense que c'est alors oui, je vais m'exposer un petit peu, mais oui, parce que j'ai jamais été ultra, enfin comment dire ça? Au collège, ça a été pas facile comme beaucoup de personnes, je pense et du coup, ça a renforcé, voilà, j'étais bon à l'école et pas bon au sport, donc autant dire que j'avais tous les cases à cocher pour se faire un peu bully, au collège. Donc ça a pas aidé, également, j'ai jamais été transcendant dans une discipline non plus, donc j'ai toujours été moyen. C'est-à-dire que je suis, bon, mais je suis pas mauvais non plus. Donc en fait, ça a renforcé ce sentiment-là de pas être, à ma place et aussi, je pense que c'est parce que, voilà, je doute constamment de moi et je pense que c'est une façon que j'ai d'évoluer et c'est comme ça que je me protège en me mettant dans ma carapace. Je ne vais pas trop te dire plus, mais l'origine, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. C'est quelque chose que tu as ou que tu as pas. Je pense qu'on souffre tous plus ou moins du syndrome de l'imposteur à un moment donné dans sa vie. C'est juste qu'il est plus ou moins fort en fonction des personnes et de la confiance en soi qu'on a et je pense que ça, là-dessus, je pense que si tu es Freud, tu as plein d'explications sur les parents et tout ça, mais non, je ne peux pas te dire l'explication également. Moi, j'accepte que, voilà, on est tous différents. Je pense qu'il y a plein de choses qui se passent quand tu es enfant, ado, qui font que tu es comme tu es, que tu es plus ou moins sûr de toi. Encore une fois, je pense que ça va dépendre de toi, de ta vie, de tes aventures, tes expériences, de tes échecs aussi, parce que je pense que j'en ai fait pas mal.
je n'ai pas la prétention de dire que je suis parfait, au contraire. Et du coup, ça te fait forcément douter de toi. Et je pense que dès que tu en as un des symptômes que j'ai précisé, dès que tu commences à douter de toi, en fait, les autres arrivent très vite. Tu doutes, tu as une opportunité, tu es mis dedans parce que tu n'es quand même pas trop mauvais. Une fois que tu n'es pas trop mauvais, ça avance. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais l'origine, elle n'est pas super connue. Ça va dépendre de ta crainte, de ton doute, de toi, finalement. Merci. D'autres questions? Pas de l'autre côté, s'il vous plaît. Des questions à distance, peut-être? Est-ce qu'on a une question à distance ou pas? Non, ça n'a pas l'air. Donc, on est bon. Cool. Avant de lâcher le mic, n'hésitez pas à me donner du feedback. Je ne sais pas si vous avez un open feedback ou un truc qui traîne, ou m'envoyer un mail, je m'en fous, enfin peu importe. J'ai pas mis le QR code, vous démerdez. Mais en tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, c'est jamais sûr ce que je fais. Je veux bien avoir du feedback, positif, négatif. Enfin, voilà, vous avez la chanson. Merci beaucoup et merci à tous. Pas de souci. Merci Mathieu. Pas de questions, c'est que la présentation était beaucoup trop claire.